bienvenue dans Ecom Lab, le laboratoire où les e-commerçants partagent leurs expériences et leurs succès. Dans ce podcast, je décortique pour vous les secrets des e-commerce à succès pour vous aider à réussir. Aujourd'hui, je reçois Naomi Yamanaka qui a fondé Shobi en 2022. Et Shobi est une boutique spécialisée dans les thés japonais biologiques et qui propose également une sélection de céramiques et d'accessoires uniques dans l'univers du thé. Engagé dans la préservation des savoir-faire, Shobi soutient les artisans et les producteurs de thé de Kagoshima en proposant des produits alliant qualité, authenticité et philosophie wabi-sabi. Avant de passer à l'interview, si vous êtes un dirigeant d'e-commerce qui est en pleine croissance, il se peut que vous laissiez des ventes sur la table car votre site n'est pas encore parfaitement optimisé. Si vous souhaitez savoir si je peux vous aider à convertir plus de visiteurs en acheteurs grâce à des optimisations intelligentes, je vous invite à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien ci-dessous en description. On pourra simplement discuter et voir ensemble si je peux vous aider à générer plus de revenus. Naomi, bonjour, bienvenue dans ce podcast. Bonjour. On va commencer par ta passion pour le thé. Comment t'es venue cette passion? Peux-tu nous en parler? Oui, et donc moi, je suis japonaise, Maya, et que j'ai fondé ma société Shobi en 2022. Et avant, justement, avant de lancer Shobi, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une boutique spécialisée en thé japonais. Et donc, ce qui m'a permis justement d'acquérir une expérience approfondie. Et aujourd'hui, donc j'ai pris aussi le certificat de conseillère en thé japonais que je partage maintenant mes connaissances à travers des ateliers, puis notamment sur la préparation du matcha et l'art du thé. Voilà. D'accord. Ok, donc tu as vraiment une très grande expérience dans le thé. Comment t'es venue cette idée de créer Shobi? À quel moment tu t'es dit, j'ai envie de créer ma boutique de thé spécialisée dans le thé japonais? Oui, et donc j'ai été toujours inspirée dans le domaine de thé parce que justement ma grand-mère, elle était un maître de thé. Bon, malheureusement, elle a décédé avant ma naissance, mais elle m'a justement laissé des kimonos ou des accessoires autour de thé. Donc, j'ai toujours, je sais pas, une amoureuse pour ma passion sur Hmm. les thés derrière. Hmm. Donc voilà, quand je suis venue à Paris, justement, j'ai travaillé dans une boutique de thé japonais, puis j'ai suivi aussi le cours de cérémonie de thé. Et au-delà, je me sentais, ah, c'est là où ma passion, et Hmm. il faut que j'enseigne justement comment préparer le thé japonais, la méthode traditionnelle, avec toutes les ustensiles autour de thé artisanal. Voilà. D'accord. Ouais. Raconte-nous comment ça s'est passé tu as découvert le thé quand tu étais petite, j'imagine. Comment ça s'est passé là? Est-ce que tu as des souvenirs de comment ça s'est passé la première fois où tu as vu une cérémonie du thé, par exemple? Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Est-ce que ça t'a marqué? En fait, quand j'étais petite, je n'ai pas fait beaucoup d'expériences pour regarder la cérémonie du thé. Mais quand je suis devenue adulte, plutôt, j'ai fait plusieurs expériences pour la cérémonie de thé. Donc, j'ai été justement coup de foudre pour tout ce qui est là de japonais et dans le silence, avec tous les gestes Hmm. qui parle justement le wabi-sabi et puis toute la manière traditionnelle comment préparer un thé japonais. Surtout le matcha, c'est dans le moment de silence, on prépare un thé matcha comme une sorte de méditation, on dirait. Hmm. Donc voilà, tout ce qui est geste, bon, ça dure longtemps. Dans la pratique, des fois, hein, ça dure 3 heures. Hmm. Mais c'est vraiment un véritable art. Donc, j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà. Hmm. C'est Ouais. vrai que waouh,
je pense que dans ces sociétés modernes dans lesquelles nous vivons, on a besoin de plus en plus de moments comme ça où on peut souffler, où on peut Mm. se reconnecter avec soi. Et le matcha, je crois que c'est un thé qui a beaucoup de vertus positives pour le corps. C'est bien ça, pour la digestion, pour tout Ouais. un tas de choses. J'ai commencé par parler en description du wabi-sabi et vous en avez parlé encore une fois. Est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est? En fait, le wabi-sabi, pardon, wabi-sabi est un concept japonais donc, qui valorise la beauté de l'imperfection et de la simplicité et de l'authenticité. Donc, pour le trouver dans la sélection de Shobi, par exemple, rechercher des éléments qui reflètent des conséquences, pardon, Hmm. oui, des objets artisanaux avec des imperfections euh, Qui soit délibérées, justement, voilà, délibéré, d'accord. oui. Est-ce que ça a à voir avec, je me souviens avoir vu, je crois que c'est un art japonais, alors des tasses de thé qui ont été cassées et réparées avec, je Mm. crois que je ne sais pas si c'est de l'or ou Avec le fluide d'or, oui, c'est ouais, ça. c'est C'est, un euh, lien avec cette pratique ou c'est une autre pratique? oui, et ça s'appelle le kintsugi d'ailleurs, hein, donc des objets cassés, et on colle avec les fluides d'or, hein, justement, pour utiliser un objet très longtemps. Donc, Hmm, et ça aussi, justement, il y a de côté imparfait, hmm, parce que c'est des objets justement cassés hmm, et on colle avec des feuilles d'or. Donc, c'est pas parfait, justement, hmm. mais dans cet imparfait, on trouve justement le wabi-sabi. D'accord, ok, Ouais. Mm. ok. Donc tu nous as dit que tu avais travaillé 6 ans en boutique dans une boutique de thé sur Paris. Ouais. Euh, et j'imagine que est-ce que ça a été la première fois où tu as été en contact avec des consommateurs français, des consommateurs de thé français, ou est-ce que avant tu avais déjà été en contact avec des Français qui s'intéressaient au thé? C'était plutôt la première fois quand j'ai D'accord. travaillé dans une boutique de thé, Et, justement. Oui. est-ce que tu dirais que nous, les Français, on apprécie le thé japonais d'une manière différente que les Japonais? Est-ce qu'il y a des choses qui changent entre les consommateurs de thé au Japon et les consommateurs de thé en France? Est-ce que nous, on préfère peut-être plus certains types de thé japonais que les Japonais? Mm. Est-ce qu'il y a vraiment des différences? Bon, tout d'abord, j'ai été fascinée que autant de Français qui voulaient apprendre comment préparer le thé japonais, la manière traditionnelle, et justement savourer le vrai goût du thé vert, avec le kyushu, la théière, la manière traditionnelle. Et au contraire, hein, là, plus en plus au Japon, hein, il y a beaucoup de thés qui ont été déjà faits, donc Hmm, instantanés. Et donc, malheureusement, nous, c'est nous qui parlons la tradition. Ça veut dire qu'on consomme tous les jours le thé qui sont déjà prêts dans une bouteille plastique. hmm, Malheureusement, on n'utilise pas la théière pour faire un thé chaque jour parce que les gens qui pensent que on n'a pas de temps, c'est pas pratique, hmm, voilà. Mais d'un côté, en France, quand j'ai travaillé dans une boutique de thé japonais, les gens étaient vraiment curieux hmm, de savoir comment préparer le thé japonais avec le théière ou pour le matcha avec le bol, comment préparer avec le fouet à matcha, tout ça. hmm, Et donc, j'ai trouvé que les Français, c'est vraiment curieux hmm. des nouvelles choses ou la culture en général, de la culture japonaise. Ouais, je pense qu'il y a un véritable amour pour les Mm. Français et pour la culture japonaise. Ouais. Et une véritable curiosité. Je me souviens la dernière fois que je suis allé au Japon, je suis allé Mm. juste 2 fois, je suis pas allé très souvent, mais
j'ai beaucoup, à chaque fois que enfin, les deux fois où j'y suis allé, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et c'est vrai que j'ai remarqué que dans les distributeurs, il y avait beaucoup de bouteilles alors c'est pas moins de soda qu'en France, mais des bouteilles avec du thé, avec Oui. des thés différents. Mm. Euh, alors je trouvais ça intéressant et pratique à l'époque, mais c'est vrai qu'on s'éloigne de la pratique traditionnelle du thé. Est-ce que tu dirais qu'au Japon, il y a peut-être pour les nouvelles générations, il y a un éloignement avec ces traditions japonaises ancestrales, ou est-ce que c'est toujours présent? Est-ce que tu penses que ou tu penses que c'est en train de reprendre au Japon? Est-ce que tu penses Mm. qu'il y a un phénomène par rapport à cette culture Euh, ancestrale au Japon? En tout cas, j'ai entendu, bah, quand j'ai visité auprès des producteurs de thé, on m'a dit là, 90% maintenant de production de thé qui vont partir à l'étranger. Hmm. Et donc, je me disais, ah oui, et donc ça, malheureusement, ça se perd à la tradition chez nous. Euh, pour l'image, peut-être à vous, les étrangers, vous pensez que au Japon, on pratique tous les jours la cérémonie de thé ou consomme le thé de la manière traditionnelle avec la théière ou avec un bol à matcha. Hmm. Mais en vrai, les gens qui ne fait pas, qui ne font pas qui consomment pas de thé la manière traditionnelle, malheureusement. Hmm. Ouais, donc chaque année, surtout les petits producteurs de thé qui m'ont dit que malheureusement, ils ferment ses portes. Parce Hmm. que si les petits producteurs qui n'arrivent pas à vendre à l'étranger, justement, voilà, les Japonais ne consomment pas hein, avec les fruits de thé, avec la théière. Donc, bah, Hmm. ouais, il n'y a pas de marché, en fait, pour les Une, producteurs de thé. Voilà. une autre bonne raison d'acheter du thé Mm, japonais, notamment du thé via votre site shobi.fr. mm. Euh, donc, vous vendez spécifiquement du thé de Kagoshima, c'est ça, dans l'île de Kyushu, c'est bien ça? Ouais, oui, c'est ça. Bon, je sélectionne pas uniquement de Kagoshima, je sélectionne aussi de Kyoto ou Shizuoka, où il y a des grandes productions de thé. Mais le principalement, je sélectionne des thés de Kagoshima. Hmm. Et surtout, je me focalise des thés monovariétés et aussi issus des petits producteurs japonais. Et parce que le thé de Kagoshima, en fait, quand on récolte les feuilles de thé, euh, comme le Kagoshima se situe tout au sud du Japon, ben, juste Hmm. avant Okinawa, on récolte les feuilles de thé très tôt que les autres régions. Parce que c'est Et donc, subtropical, c'est bien ça, c'est une zone oui, c'est la subtropicale. Ouais, tropicale, ouais. oui, justement. Donc, au niveau de goût, il est très doux et il est riche en umami. Et surtout à Kagoshima, c'est un endroit volcanique. Il y a, quand on cultive des théiers, justement, il y a le cendre de volcan qui est Hmm. dedans. Ah, ça Donc, doit donner un goût très ouais, bon. riche en minéraux, Hmm. justement, c'est ça, justement, les Français, ils n'aiment pas trop de l'amertume. Donc, je me disais que c'est vraiment idéal pour les Français d'avoir un thé qui est très doux et riche en umami, justement. D'accord, d'accord. Ouais. Et donc, c'est la raison qui vous a intéressé à cette région du Japon pour ce thé-là? Ou est-ce que vous avez un lien supplémentaire avec cette région? Est-ce que vous venez de cette région? Pas, pas spécialement, je n'avais pas de lien à Kagoshima, justement, mais quand j'ai travaillé dans une boutique de thé japonais, j'ai dû déguster plusieurs sortes de thé, et justement, qui venaient de Kagoshima ou qui venaient de Shizuoka, où il y a Mont Fuji. J'ai trouvé toujours le thé de Kagoshima, il y a d'un côté douceur, riche en umami, et j'ai beaucoup aimé en fait. Donc Hmm. c'est au-delà, hein, j'ai commencé à réfléchir, ah je vais importer ma sélection de thé depuis Kagoshima. D'accord. Ouais. Et, les thés qui sont produits, enfin les producteurs avec lesquels tu travailles, ils Ouais. proposent un thé qui est biologique. C'est bien ça qui a été certifié.
Oui, c'est ça, thé biologique. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore pris le certificat biologique européen. En fait, c'est un équivalent. Donc, Équivalent. Ouais. c'est le même certificat, sauf que voilà, il y a un marketing derrière. Donc, Ouais. ouais. Ok. Et du coup, tu sélectionnes principalement tes thés par rapport à un goût que tu penses pourrait convenir au public français, ou est-ce que c'est ça ton process de sélection pour le thé, ou tu as d'autres critères? Ouais. Et aussi, je me focalise des thés monovariétés. Ouais, Donc, monovariété, ça veut dire qu'un seul producteur de thé qui cultive des théiers. d'accord. Donc, c'est plus artisanal. Et moi, personnellement, je suis plus assurée Hmm. au niveau de qualité plutôt que des mélanges. Oui, donc en Mm. fait, si je comprends bien, Mm. tu ne fais pas appel à des coopératives, mais tu vas directement voir les producteurs. Oui, c'est ça, Ok. exactement. Et Ouais. donc tu as assuré que de la qualité du thé, parce qu'il n'y a pas, peut-être il n'y a pas eu enfin le mélange, il n'y a pas eu de mélange bizarre qui pourrait arriver, comme il Ouais. pourrait se passer peut-être avec une coopérative. D'accord. Ouais, Euh, ouais, pardon. Ouais, et donc des mélanges, en fait, on ne sait pas exactement si les premières récoltes ou à hmm, deuxième récolte qui ont été mélangées ou à ces troisième récoltes ou aux premières récoltes qui ont été mélangées. Donc d'accord. c'est ça ce qui voilà qui ne m'a pas assuré la qualité Hmm, justement. Mm. d'accord. Euh, donc aujourd'hui, tu fais principalement tes ventes de thé via ta boutique en ligne. Est-ce que tu as uniquement une boutique en ligne, ou est-ce que tu fais aussi parfois des ventes, pardon, dans des boutiques physiques? Oui, et donc je travaille avec les clients professionnels, des Hmm, épiceries ou restaurateurs, justement. Et en même temps, je participe pas mal des événements dédiés au Japon. d'accord. Voilà. Ouais. Euh, tu dirais, grossièrement, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, et il y a pas de souci si ça ne, si t'as pas envie d'en parler, mais tu dirais que le gros de tes ventes est plutôt fait via ta boutique en ligne, ou donc en B2C, ou plutôt via le B2B, ou plutôt via les événements, où tu penses que c'est réparti Euh, uniformément? pour mon entreprise, c'est plutôt via événementiel, bah, Non, mais surtout des événements qui fonctionnent bien ouais, chez moi. Parce que justement, je fais de temps en temps un atelier ouais, pour bien expliquer comment préparer chaque type de thé. Parce que sinon, c'est vrai que en ligne, c'est très c'est très difficile, difficile. Ouais. ouais, de savourer le goût déjà et aussi la manière comment préparer les thés japonais. Voilà. Hmm, ok. Mm. Est-ce que tu as pensé à ouvrir une boutique physique, ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'envisages pas? Oui, un jour, c'est un rêve. D'ailleurs, j'aimerais bien ouvrir la boutique de thé justement et pour servir un thé la manière traditionnelle avec un petit pâtisserie japonais Hmm, traditionnel. Voilà. hmm. Ouais. Tu l'ouvrirais. Alors, je sais pas, tu habites sur Paris, c'est ça? Tu habites J'habite à La à Rochelle. La Rochelle? Tu Ouais. l'ouvrirais, j'imagine, à la Rochelle, ou est-ce que tu as. Ce serait Ce idéal. serait idéal. Ouais. On m'a certains clients qui habitent à La Rochelle, on m'a justement demandé quand est-ce que vous allez ouvrir la boutique à La C'est Rochelle. c'est bien, ça veut Ouais. dire qu'il y a il y a de la demande. Oui, C'est je pense. une Ouais. très bonne indication. Ouais. Euh, alors, est-ce quels sont les canaux d'acquisition que tu as mis en place pour attirer tes nouveaux clients pour ta boutique en ligne? Est-ce que tu écris des articles de blog pour Oui. attirer du trafic? Quelles sont les méthodes que tu as choisi de mettre en place? Oui, bah déjà oui, le blog pour expliquer bien justement les bienfaits de thé japonais ou comment préparer le thé la manière traditionnelle ou quelle est la différence entre le thé vert et le matcha par exemple. Ce genre d'article pour enseigner les clients pour choisir un bon thé qui adapte aux clientèles. Hmm.
Et sinon, sur des réseaux sociaux, j'essaie d'expliquer justement quel est le goût de matcha ou quel type de producteur j'ai choisi. Petit à petit, j'essaie de faire mon réel, donc la vidéo, Mhm. pour expliquer justement aux gens euh, comment choisir le thé. Oui, Donc principalement du blogging et de l'Instagram, j'imagine. oui, c'est ça. Ok. Oui. Mm. Ok. Alors, est-ce que tu as mis en place des moyens de fidélisation peut-être? Est-ce que une fois que tu récupères peut-être les mails de tes clients, est-ce que tu leur proposes un contenu hebdomadaire Oui. pour les faire revenir dans ton univers? Est-ce que tu as mis en place ce genre de... Oui, et donc dès que je récupère l'adresse mail, par exemple aux événementiels, je demande aux clients justement s'ils sont intéressés à s'inscrire à la newsletter ou sur le site, il y a justement un endroit où vous pouvez s'inscrire à la newsletter. J'essaye de envoyer la newsletter 2 fois par mois si possible, oui, 4 fois par mois, donc toutes les semaines. Hmm, Ouais. Ou voilà, là actuellement, c'est vrai que comme je ne suis pas développeur et j'ai établi mon site internet avec WordPress. hmm. Et donc, en termes de fidélisation, c'est vrai que j'ai un peu le blocage. Ça veut dire que j'aimerais bien mettre à plein de fonctionnalités comme fidélisation de points. Hmm. Ouais. Soit un moins 10% si on achète régulièrement ou ce Hmm. genre de fonctionnalité. Mais là, actuellement, c'est vrai que c'est c'est un point de difficulté. D'accord, je comprends. Ouais. Je Mm. comprends. Il y a une question que je voulais te poser, j'avais oublié de te la poser. Tu as parlé de la différence entre le matcha et le thé vert. Mm. Justement, ça m'intéresse parce qu'il me semblait que le matcha, c'était du thé vert. Mais Oui, peut-être... ça c'est un thé vert, donc c'est les mêmes feuilles de thé, D'accord? justement. Mais le thé vert, c'est après, déjà, on donne beaucoup de soleil. Hmm. Et ensuite, après la récolte, on malaxé, séché, comme ça, que le thé vert, ça se cultive. Hmm. Et pour le matcha, en fait, on couvre les théiers D'accord. juste 3 semaines avant la récolte avec les vaches noires, hein, justement. Et donc, il contient beaucoup de umami, Ok. riche en antioxydants, justement. D'accord. Et ensuite, ces feuilles de thé, on récolte et ensuite sécher et mettre en moule à pierre pour faire en poudre. D'accord. Oui, c'est avec la pierre. On vient écraser avec la pierre. Oui, Euh, c'est ça. Tu as Mm. dit que ça contenait beaucoup de umani. Umami, Umani, oui, qu'est-ce que c'est exactement? C'est oui. une propriété du thé? Umami, c'est le goût cinquième élément, on dit. Donc, Ok. il y a un amer ou salé ou sucré, voilà. Donc, Ok. c'est le cinquième élément. D'accord. Moi, j'ai entendu parler, umami, c'est un peu similaire au goût du parmesan. Je ne sais pas si c'est vrai. Ah, le parmesan. Oui, je Ouais, vois tout à fait. D'accord. ouais, Ah, c'est intéressant. Je ne ouais. savais pas qu'on pouvait avoir un goût proche du parmesan dans les préparations de thé. Et enfin, Mm. je pense qu'il y a tellement de thés différents et tellement de procédés qu'on Ouais. doit arriver à faire un grand nombre de choses. Mm. Finalement, c'est assez similaire avec le vin. Il y a Ouais. beaucoup Mm. de goûts différents et Mm. euh, Le une grande terroir. richesse. Mm. Euh, je voudrais aussi te poser quelques questions par rapport à tes débuts, si ça ne te dérange pas. Mhm. Quelle a été tes plus grandes difficultés au début? Peut-être quand tu es arrivé en France, est-ce que tu parlais déjà français quand tu es arrivé en France? Est-ce que tu as appris en France? Ah, oui, j'ai aussi j'ai étudié le français quand j'étais à l'université, mais c'est vrai que étudier la grammaire au Japon Ouais. et comment dire parler sur place en France, c'était vraiment différent. Je Hmm. n'arrivais pas à communiquer
tout au début. Donc, et c'est plutôt quand j'ai travaillé dans une boutique de thé japonais. Hmm. À ce moment-là, je devais s'occuper beaucoup de clients français. Et avec le temps, j'ai commencé à comprendre ce que les Français, Hmm. voilà, les clients qui disent. Hmm. Ouais. Et euh, cul- culturellement, est-ce que il y a eu des choses que peut-être tu as eu du mal à t'y faire, et notamment en lien avec ton business? Est-ce que le fait d'être d'une culture différente de la culture française, est-ce que ça t'a posé des difficultés au moment de proposer de faire ton business? Est-ce qu'il y a eu ou est-ce que tu n'as pas ressenti forcément de difficultés par rapport Euh, à l'aspect culturel? pour moi, personnellement, je n'ai pas eu de difficulté à ce point-là. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est vrai que moi, je suis pas née en France. Hmm, Donc, je n'avais pas autant d'amis ici en France par rapport aux personnes qui ont vécu ici. hmm, Et donc, je n'avais pas de connaissances, je n'avais pas des réseaux et ouais. je ne savais pas comment justement développer mon activité au début pour Ouais. faire connaître justement. Voilà. Et d'ailleurs, bah, c'est très courageux parce que de, 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 de venir en France et de choisir de développer un business en ne connaissant pas encore la culture, c'est vraiment, je trouve ça très courageux. Chapeau. Euh, Est-ce que, alors, j'ai encore d'autres questions à te poser par rapport à l'avenir de Shobi. Est-ce que alors tu avais parlé de la boutique physique Oui. que tu aimerais avoir sur La Rochelle Mm. et d'autres endroits, je l'espère pour toi. Oh, merci. Est-ce que tu envisages d'aller peut-être au-delà de la France, ou est-ce que la France, tu penses que c'est déjà un bon marché? Je pense notamment à la Belgique peut-être, ou la Suisse, ou même Ouais. peut-être d'autres pays qui ne sont pas francophones, pour Mm. faire partager ton thé. Oui, bah pour l'instant, je me focalise en France parce que je n'ai pas encore autant développé en France. Et donc, et une fois que j'arrive à justement être le numéro un Mm, comment dire, de vendeur de thé japonais en France, mm, et à ce moment-là, j'aimerais bien justement aller ailleurs, plus mm, loin, ouais. de focaliser en Suisse ou Belgique ou ailleurs, voilà. Mm, 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 mm. Mm. Super, super. Euh, Avec le recul, avec tout le recul que tu as, quelle erreur penses-tu avoir commise au début, au moment de la création de ton business, et que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager à ce sujet? Euh, Je pense que quand on lance notre activité, on a tellement de passion dès le début. Et des fois, certains gens qui arrêtent au bout de 2 ans ou 3 ans, Hmm, ah, parce que ça ne fonctionne pas, mon business. Des fois, ça arrive. hmm, Mais je pense que ce qui est très important, c'est euh, d'avoir la vision claire euh, dans 1 an ou dans 3 ans ou dans 5 ans. On essaye de atteindre le petit objectif, voilà, de même chiffre d'affaires ou même des abonnés de Instagram ou des choses comme ça, de petites choses, et atteindre petit à petit. C'est ça ce qu'on peut justement hmm. épanouir. Donc voilà. Je suis en phase Ouais. avec ce que tu dis. Mm, Euh, quel conseil justement donnerais-tu, ça rejoint avec ce que tu disais, hein, quel mm, conseil tu donnerais, alors peut-être un autre conseil, à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la vente de produits liés à son pays, liés à sa région, et que, voilà, typiquement, imaginons quelqu'un comme toi qui s'installe dans un pays étranger aussi, qui vient d'une culture, d'une culture qui est différente de son pays d'accueil, et qui souhaite faire découvrir les produits de son pays. Quel conseil aurais-tu à donner à quelqu'un comme ça? Moi, je pense que bah, c'était mon cas, mais je pense que
Moi, par exemple, ma passion est le thé japonais et donc de transmettre la culture japonaise authentique. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que approfondir la connaissance maximum. Donc, j'ai étudié beaucoup sur le thé japonais, et comment je peux enseigner la méthode traditionnelle ou faire un bon thé. Donc, ce qui est très important, de approfondir notre connaissance maximum sur votre domaine. Hmm. Mm. Ok. Bah, écoutez, Naomi, merci beaucoup pour tout ce partage. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup.